Schrödinger. Alors, un petit rappel, vous savez très bien que le langage utilisé en monde quantique n'est pas le même que celui qu'on utilise en monde classique, dans le monde classique. Parce qu'en effet, en physique classique, une particule elle est décrite par sa position, r de t, et par l'évolution de cette position, d'accord, qui est donnée par l'équation, la fameuse équation de Newton, c'est-à-dire la somme des forces égale m gamma, d'accord. Alors, vous avez la position r, vous dérivez deux fois, donc vous obtenez l'accélération, donc m gamma égale à la somme des forces qui est une fonction résultante de r de t, d'accord. Mais par contre, en physique quantique, la particule est maintenant décrite par une fonction d'onde, en vertu de la dualité onde-corpuscule dans la mécanique quantique. Alors, normalement, on se demande, ou bien la question qu'on se demande, est-ce que il n'y aura pas aussi, pareil comme mécanique classique, une équation qui va régir l'évolution de la fonction psi qui décrit la particule? Eh bien, je vous dis qu'il existe bien cette équation, et ce fut le mérite du physicien autrichien Erwin Schrödinger d'avoir posé l'équation qui donne l'évolution de l'état quantique de la particule, qui est connue sous le nom de équation de Schrödinger dépendante du temps. Alors la question qu'on se pose, c'est d'où vient cette équation? Et bien sûr, je vous dis que cette équation, elle a été postulée, tout comme par exemple l'équation de Newton qui a été postulée et imposée en mécanique, qu'elle est connue sous le nom de le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces égale à m gamma. Et bien pareil, monsieur Schrödinger a postulé son équation, mais sa validité, et bien sûr, elle est prouvée par les conséquences que l'on peut en tirer. D'accord? Alors, moi, je n'ai pas voulu vous parachuter cette équation, c'est-à-dire vous la donner, parce que normalement, on vous la donne, on vous la parachute, c'est un postulat, c'est un principe. Vous la prenez et vous travaillez avec. Alors, moi, j'ai essayé de faire, si vous voulez, utiliser quelques arguments pour pouvoir établir cette équation. D'accord? C'est-à-dire, comment presque peut-on la démontrer, si vous voulez. Alors, voilà, en effet, mais bien sûr, on va utiliser des conditions bien particulières, c'est-à-dire on va simplifier notre problème dans le but de pouvoir formaliser et donner cette équation. Alors, on va prendre d'abord le cas d'une fonction onde plane monochromatique la plus simple, si de r de t égale a exponentielle IKR moins oméga t, d'accord? Alors, je vais admettre aussi que toute onde qui intéresse mon problème peut être obtenue par superposition linéaire, pour avoir un paquet d'ondes. Alors, je vais prendre aussi le cas que j'ai une particule qui est soumise à un champ de force qui est constant. D'accord? Donc, la somme, l'énergie totale il sera donnée par l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et cette énergie, je vais la prendre constante. C'est-à-dire, si vous voulez, je travaille dans un état stationnaire. Où l'énergie cinétique étant donnée par P carré sur 2m, je suppose aussi que le système est non relativiste, plus l'énergie potentielle. D'accord? Alors, je vais prendre ma fonction, psi r de t, qui est donnée par A exponentielle IKR moins oméga t, et je vais utiliser, si vous voulez en quelque sorte, la relation de dispersion, c'est-à-dire les relations de Planck-Einstein et la quantité de mouvement P qui est égale à H par K donnée par Louis de Broglie. Donc, je vais utiliser le fait que P égale H bar K et E égale H bar oméga. Si vous voulez remplacer par exemple E dans l'expression de O total, vous pouvez avoir la relation de dispersion. Alors, je vais remplacer dans l'expression de psi, le K, je vais le remplacer par P sur H bar, et le oméga, je vais le remplacer par E sur H bar. On obtient l'expression de psi en fonction de P, quantité de mouvement, et l'énergie totale de la particule. D'accord? Et maintenant, je vais vous demander de faire un petit calcul très simple. Vous allez dériver psi par rapport à t, et vous allez dériver psi deux fois par rapport à r. Donc, en effet, c'est très simple. La dérivée de psi par rapport à t me donne facilement moins IE
I sur H bar, d'accord, moins IE sur H bar, fois la fonction ipsi, d'accord. Et là, je vais passer le moins IH bar que j'ai là, hein, je vais le passer de l'autre côté, et j'obtiens facilement IH bar ipsi égale E ipsi. Et enfin, remplacer E, l'énergie totale, par P carré sur 2m plus V de R. Et on obtient facilement P carré sur 2m plus V de R appliqué à psi de R. D'accord? Alors, je vais remplacer, mais faire passer le potentiel de l'autre côté, et j'obtiens cette expression. D'accord? Donc voilà, IH bar dérivé ici par rapport à T, je l'ai là, et je fais passer le VR de l'autre côté. Hein, il me reste ici psi de R, P carré sur 2m. D'accord? Eh bien, on va faire de la même manière, mais cette fois-ci, je vais dériver deux fois par rapport à R. Je vais dériver epsi deux fois par rapport à R. Donc ici, normalement, c'est en fonction des notations. Delta, c'est la dérivée seconde, mais si on le note le vecteur nabla, hein, donc tout simplement, c'est une dérivée seconde de ipsi par rapport à R. Donc vous dérivez votre fonction ipsi la première fois par rapport à R, vous obtenez I sur H bar P fois votre fonction, vous la dérivez à nouveau et vous aurez I fois I, ça vous donne un moins, et P fois P, P carré sur H bar au carré. Donc moins P carré sur H bar carré fois la fonction ipsi R de T. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est juste passer le H bar carré que j'ai là, ou bien moins H bar carré de l'autre côté, et multiplier les deux parties de l'égalité par 1 sur 2m. Et on obtient facilement moins h bar carré sur 2m, le Laplacien, c'est-à-dire dérivée seconde de ipsi par rapport à la position, qui est égal à p carré sur 2m ipsi r de t. Donc, ce que vous remarquez, je les écris en deux couleurs différentes pour bien voir le fait que IH bar dérivée de ipsi par rapport à t moins v de r, elle est égale à moins h bar carré sur 2m delta de ipsi. Parce que vous voyez bien ici, les quantités en bleu, ils sont égaux, d'où ce qui est en rouge aussi, ils sont égaux. D'où on obtient facilement cette expression. Et il suffit juste de passer le VR, d'accord, le potentiel VR que j'ai là de l'autre côté, d'accord, je vais avoir IH bar dérivé de ipsi par rapport à T égale moins H bar carré sur 2m delta plus V de R, d'accord, le tout appliqué à ipsi de R. Donc voilà ce qu'on obtient, juste en faisant une petite, je sais pas, pour moi, ce n'est pas une démonstration, mais c'est juste des arguments pour pouvoir arriver à cette équation. Et bien, ce que vous voyez là, on l'appelle équation de Schrödinger. Mais cette équation, elle a été prouvée juste en faisant des cas particuliers. J'ai une énergie constante, le potentiel il ne dépend pas de T, j'ai une particule non relativiste, et j'obtiens cette équation. D'accord? Alors, Schrödinger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va généraliser. Alors, il vous dit que l'équation que vous venez d'obtenir, elle est valable même si j'ai un potentiel qui varie en fonction du temps. D'accord? Et l'équation devient IH bar dérivée de ipsi par rapport à t égale moins h bar carré sur 2m dérivée seconde plus v de r, tout appliqué à ipsi. C'est-à-dire, je dois dériver deux fois ipsi et rajouter v de r multiplié par ipsi r de t. C'est l'équation de Schrödinger dépendante du temps. Donc, vous voyez ici, j'ai l'opération moins h bar carré sur 2m dérivée seconde plus v de r. Cette opération, on l'appelle opérateur hamiltonien. Et on le note h. D'accord? C'est l'opérateur hamiltonien. Qu'est-ce que j'ai encore aussi? Voilà, c'est rien pour vous dire que cette équation, il décrit bien l'évolution, d'accord, de la fonction d'état et psi du système quantique. Et cette équation, c'est l'un des piliers de la mécanique quantique. C'est-à-dire, c'est une équation fondamentale, d'accord, sur laquelle il se base la mécanique quantique. D'accord? Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai ensuite à vous donner? Alors, état stationnaire. Alors, voilà, après avoir défini cette équation, ou fameuse équation de Schrödinger, mais je rappelle que c'est un postulat, c'est une équation qui est imposée, hein, et on va travailler avec. Notre but sera toujours de résoudre cette équation afin d'avoir des solutions, ce sont des fonctions d'onde qui peuvent décrire l'état quantique de la particule. D'accord? Et sachez que l'état cherché à t égale à 0, grâce à cette équation, je peux suivre l'évolution de ipsi en fonction du temps.
donc de caractériser ma particule avec la fonction d'état psi. Alors, on va prendre un cas très important et très intéressant qu'on appelle des états stationnaires. Eh bien, état stationnaire, c'est-à-dire rien que l'énergie de mon système étant constant, reste constant. L'énergie totale, qui est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, reste constant. On appelle état stationnaire. Et on va essayer de chercher des solutions, d'accord, de l'équation de Schrödinger, mais avec cette forme. Donc voilà, ça c'est l'équation de Schrödinger, il faut la prendre maintenant par cœur. Alors, cherchons des solutions de cette équation sous la forme phi de r, f de t. C'est en quelque sorte, on va faire une séparation de variables. D'accord? Une fonction uniquement de la position de r fois une fonction uniquement du temps. D'accord? Et on va essayer de chercher des solutions de ce type. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est l'injecter dans l'équation de Schrödinger. Alors, tout le monde est capable de dériver cette fonction par rapport à t. Donc, le phi de r, ça reste constant. Donc, ça devient tout simplement dérivé de f par rapport à t fois phi de r, i h bar. Et ensuite, il faut dériver deux fois cette fonction, mais par rapport à r. Donc, f de t étant constant, je fais la sortir, d'accord, du produit, et je dérive deux fois phi par rapport à r. Et enfin, multiplier, rien que faire une multiplication du potentiel fois ipsi, donc potentiel fois ipsi qui est de la forme phi de r, f de t. Donc voilà, après avoir injecté ma fonction de ce type dans l'équation de Schrödinger. Ensuite, on va faire passer tout ce qui est en fonction de t, par exemple, à gauche, et tout ce qui est en fonction de r à droite. Donc c'est très simple. Je fais passer f de t de l'autre côté et on obtient i h bar f prime sur f de t, d'accord? Et de l'autre côté, mon h bar sur 2m, avec un signe moins, phi seconde sur phi, d'accord? Le f de t, je l'ai déjà fait passer. Le VR, il reste, elle est là, mais le phi de r se simplifie avec ce phi de r. D'accord? Alors voilà, j'obtiens cette expression, cette égalité. Alors vous remarquez que à gauche, j'ai une grande fonction de t, et à droite, j'ai une grande fonction, si vous voulez, de r. Donc deux fonctions qui sont égaux, mais un terme qui dépend de r et un terme qui dépend de t. Les deux fonctions, une de t, l'autre de r, ils sont égaux, quel que soit t, r. Alors ça, mathématiquement, veut dire que les deux grandes fonctions sont égaux à une constante. D'accord? Ils sont égaux à une constante. Alors, cette constante, je vois très bien, d'après cette formule, que cette constante a les dimensions d'une énergie. Donc, c'est une énergie. Cette constante est une énergie. Je vais la prendre égale à E. D'accord? Et après, je vais faire un petit calcul, c'est-à-dire je vais intégrer cette fonction et chercher facilement f de t. On peut facilement trouver f de t, il suffit juste d'intégrer cette fonction et on obtient f de t égale constante exponentielle moins iet sur h bar. D'accord? Et pour le deuxième terme de l'égalité, cette expression, on peut la écrire de cette forme, moins h bar sur 2m phi seconde sur phi plus v de r égale E. Je multiplie phi de r du côté que de l'autre et j'obtiens moins h bar sur 2m phi seconde plus v de r fois phi de r égale E phi de r. Donc remarquez là que j'ai moins h bar carré sur 2m delta plus v de r appliqué à phi. Donc on retrouve le fameux opérateur hamiltonien. Donc cette équation peut s'écrire h opérateur hamiltonien qui est là, si vous voulez. Voilà l'opérateur hamiltonien appliqué à phi de r égale E phi de r. Et bien, cette équation, on l'appelle équation de Schrödinger indépendante du temps. Ou bien on l'appelle aussi équation aux valeurs propres. D'accord? Donc voilà pour la résolution de l'équation de Schrödinger pour des états stationnaires et pour des fonctions de la forme produit de deux fonctions, une fonction de r, l'autre fonction de t. Alors, on a pu déterminer f de t, d'accord, qui ne vaut rien que exponentielle moins iet sur h bar à une constante près, et phi de r, qui doit être solution de l'équation de Schrödinger indépendamment du temps, ou bien équation en valeur propre. Alors, on remarque, une petite remarque, que la fonction ainsi cherchée, ce n'est que phi de r, fois exponentielle moins ut sur h bar. C'est le f de t. D'accord? Alors, le module de cette fonction qui représente la densité de probabilité de présence
est égal au module de phi de r. Parce que le module de exponentiellement ut sur h bar, il vaut 1. Donc, le module de ipsi de r de t égale le module de phi de r. Alors, ce qui montre que la densité de probabilité, elle est indépendante du temps. Chose qui est très importante en mécanique quantique. Ça aussi reflète la définition d'un état stationnaire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Alors, remarque, si E, par exemple, ou En est un état stationnaire et phi n est une solution, d'accord? C'est-à-dire phi n est une solution de l'équation aux valeurs propres et En étant la valeur propre correspondante. Alors, toute combinaison linéaire qui s'écrit de la forme sigma Cn phi n, elle est aussi solution de l'équation de Schrödinger. D'accord? Donc, voilà, on continue. Qu'est-ce que j'ai là aussi? Condition à imposer epsilon de r de t. Donc, je résume. On a eu l'équation de Schrödinger. On travaille dans les états stationnaires. On a cherché des solutions de l'équation de Schrödinger sous la forme de deux fonctions, si vous voulez, à variables séparées. On a montré que le module de ipsi, c'est-à-dire la densité de probabilité, elle est indépendamment du temps dans les états stationnaires. Maintenant, il me reste à vous donner les conditions à imposer à la fonction d'onde qui est solution de l'équation de Schrödinger. Donc là, c'est des calculs mathématiques, d'accord, que vous pouvez vous amuser à les redémontrer chez vous. Alors, conditions imposées. Alors, la première des choses, la fonction d'onde qui est solution de l'équation de Schrödinger doit être de carré sommable. Pourquoi? Si on vous demande pourquoi, parce que la fonction d'onde représente une densité de probabilité, eh bien, il faut qu'il soit de carré sommable, c'est-à-dire l'intégrale de module de epsilon de r t au carré doit être finie. Au plus exactement, normé à l'unité. C'est-à-dire, fois une constante c de telle manière à rendre cette quantité égale à 1, parce que c'est la probabilité de trouver la particule dans tout l'espace. Deuxième des choses, aussi, vous pouvez démontrer que, on le démontre, vous pouvez le faire vous-même, que la fonction d'onde solution de l'équation aux valeurs propres, ou solution de l'équation de Schrödinger indépendamment du temps, et sa dérivée sont toujours des fonctions continues. Ils doivent être continus, ils sont continus. Si vous avez la solution de l'équation de Schrödinger, c'est une fonction qui est continue. Même sa dérivée, sur tout l'espace. Même là où vous avez un potentiel V de x qui est discontinu. Alors, j'explique. Si vous avez par exemple un point où le potentiel est discontinu. Alors, la fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger et sa dérivée sont continues en ce point. Sinon, ils ne sont pas acceptables. D'accord? Sauf un cas très particulier sur les points où le potentiel étant infini. Alors là, la fonction phi, elle est toujours continue, mais la dérivée, pour la dérivée, je ne peux pas conclure. Donc voilà pour les conditions, la deuxième condition. Alors il me reste, je crois, une troisième. Voilà, la troisième, elle est très simple. C'est une déduction de la deuxième condition. D'accord? Il faut que la fonction d'onde ou même la densité de probabilité, il soit nul aux bornes d'existence de la particule. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un domaine d'existence, et bien, à l'extérieur, la particule ne peut pas se trouver. C'est-à-dire que la probabilité de présence, elle est nulle. Et sachant que probabilité d'existence, c'est-à-dire l'intégrale de epsilon de r de t au carré, elle est nulle. Et bien, l'intégrale d'une fonction positive est nulle, si et seulement si la fonction elle est nulle. Donc, la fonction, il devrait être nulle aux bornes d'existence. Par exemple, à droite ou à gauche d'un point où j'ai l'intervalle d'existence de la particule. Et puisque la fonction, on vient de dire que la fonction phi devrait être continue, donc aussi psi, alors la fonction, en ce point, à droite comme à gauche, il devrait être égal à 0. D'accord? Donc voilà pour ces conditions imposées à psi r de t. J'ai fini mon deuxième paragraphe dans notre deuxième chapitre de la mécanique quantique qui était intitulé Équation de Schrödinger. J'espère que vous l'avez bien assimilé. Et bien sûr, comme d'habitude, je reste toujours à votre disposition pour n'importe quelle autre question ou information ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me contacter. Et ben voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et au prochain paragraphe.